Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va s'attaquer à un des gros chantiers qui attend le FC Nantes cet été, et bien le mercato. Pourquoi parce que les saisons se suivent et se ressemblent au FC Nantes. Une nouvelle fois un maintien sur le fil du rasoir grâce à des concurrents plus faibles, ce qui nous mène évidemment à des situations qui se répètent au mois de juin où on souhaite encore une fois que le mercato nous apporte un renouvellement d'effectifs pour pouvoir repartir sur un projet sain. L'année dernière, l'inauguration de la cellule de recrutement n'aura pas porté ses fruits puisque la moitié des joueurs recrutés au mercato d'été sont partis 6 mois après. On va essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs dans ce mercato idéal. L'objectif de cet exercice, c'est évidemment de rester le plus réaliste possible en prenant en compte évidemment plusieurs critères au sein du FC Nantes. Les critères, c'est évidemment prendre en compte les finances du club. Dans une situation en Ligue 1 où les droits TV ne sont toujours pas négociés, ce qui est quand même une situation catastrophique à 2 mois, enfin un petit peu plus de 2 mois de la nouvelle saison en Ligue 1. Nantes s'est vu encadrer sa masse salariale par la DNCG, donc il va donc falloir respecter des finances, devoir vendre avant d'acheter, et il va évidemment falloir prendre en compte d'autres critères, notamment un des critères que j'ai mis en valeur il y a quelques semaines désormais chez Tribune Nantaise, sur notamment les nouveaux joueurs, leur intégration au sein du Football Club de Nantes qui se passe pas très bien, notamment le cas d'Hudson, notamment le cas de Marquinhos, qui nous ont prouvé que plusieurs joueurs ne sont pas du tout accompagnés par le club. Et on va donc essayer, même si je ne peux pas résoudre tous les problèmes qu'il y a d'intégration au sein du club, de voir qu'il y a des personnes qui doivent accompagner les joueurs dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle ville également. Et bien voilà, je vais essayer au moins de créer des communautés dans un vestiaire pour que les joueurs se sentent moins seuls. Le but c'est de ne pas isoler des joueurs. Donc voilà, je vais essayer de répondre à ce problème-là. Et puis le dernier problème auquel il faudra évidemment répondre, c'est celui de l'attractivité. Aujourd'hui, Nantes, son seul point qui permet à des joueurs de venir, les joueurs viennent uniquement parce que Nantes est en Ligue 1. Aujourd'hui, tous les autres points d'attractivité, notamment en France, tu as un projet qui est illisible, tu as une équipe qui enchaîne les saisons où ils se maintiennent au fil du rasoir. Donc voilà, c'est quand même, on est quand même dans une situation où le Nantes n'est plus attractif, en tout cas en Ligue 1, on l'a vu avec Laurent Abergel, qui a préféré prolonger avec les Merlus que de tenter l'aventure nantaise. C'est bien la preuve que voilà, il y a quand même très peu de lisibilité dans tout ça, dans une ambiance difficile au sein du club, au sein même de la ville. Donc c'est un environnement assez complexe à prendre en considération. L'objectif, ça va être aussi d'avoir un vestiaire plus sain que l'an passé, avoir un vestiaire plus solide, capable de avoir vraiment du sang neuf pour renouveler réellement cet effectif, avoir un vrai vent de fraîcheur pour enfin réussir un début de saison et pouvoir maintenir ça sur une bonne année et faire une saison, bon peut-être pas au niveau de Brest, mais peut-être une saison plus stable comme Reims, ou au moins essayer de viser voilà, un top 12, ce serait pas mal plutôt qu'un maintien sur le fil du rasoir. Ce serait au moins une étape progressive pour le club. Donc voilà, on va essayer de faire un mercato qui correspond à tous ces critères là. C'est parti. Et on attaque directement ce mercato idéal par évidemment les départs et les fins de contrat, parce qu'il y a quand même beaucoup de fins de contrat au FC Nantes cette année. Donc on laisse partir Kader Bamba, Samuel Moutoussamy, ces deux joueurs qui pour le coup sont en fin de cycle au club depuis pas mal de temps. Kader Bamba aura eu le mérite certainement d'offrir le but du maintien au FC Nantes dans les temps additionnels face au Havre. Mais malgré cela, voilà, c'est un joueur qui est incapable d'aligner plus de 30 minutes, malgré le fait qu'il arrive toujours à enflammer la Beaujoire, ou qu'il arrive toujours à apporter quelque chose dans le jeu, notamment en sortie de banc. Pour Samuel Moutoussamy, ça fait quand même déjà 8 ans qu'il est au club, qu'il est au FC Nantes, arrivé en 2016, et autant on a pu le voir un peu comme un espoir au début, à ses tout début avec Claudio Ranieri à l'époque, autant on a rapidement compris que ce ne serait jamais un joueur très technique et un très bon milieu de terrain. Pour Eric Chemert et Nicolas Kozza, les passages au FC Nantes ont été beaucoup plus courts. Eric Chemert, on a eu un petit doute en début de saison pour savoir si c'était un défenseur intéressant ou non. On a rapidement compris que ces doutes se sont vérifiés puisque il n'a jamais réellement été au niveau de la Ligue 1. Il devrait normalement prendre la direction de la Turquie puisqu'il était prêté par Valence. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner pour la suite de la carrière de l'international suisse, mais ce sera bien loin de la Beaujoire à mes yeux. Pour Nicolas Kozza, je sais que certains supporters nantais aimeraient le voir rester, il est prêté par Wolfsburg, joueur qui connaît la Ligue 1. Cependant on va devoir garder Jean-Kévin Duverne puisqu'il est certainement invendable, donc avec Jean-Kévin Duverne en doublure, soit une solution qui est quand même plutôt correcte défensivement, il va nous falloir un joueur plus technique et qui est capable de plus se projeter. Or Nicolas Kozza, ça reste malgré tout un latéral
général plus porté vers l'aspect défensif, et j'ai globalement pas été non plus complètement satisfait par ses qualités techniques. Donc voilà, et puis les deux autres joueurs qu'on va laisser partir en fin de contrat, et bien c'est les deux gardiens. Faut savoir que ce poste-là de gardien de but, ça va être un des gros chantiers de ce mercato idéal, c'est pour le coup très réaliste, puisque Rémi Descamps et Denis Petric voilà, vont partir à l'issue de la saison. Là, d'ici quelques jours au FC Nantes, Rémi Descamps aura été une doublure vraiment irréprochable. À chaque fois qu'on a fait appel à lui, il a été bon. Ça a été un des grands artisans du parcours en Coupe de France et du sacre dans ce rôle justement de doublure où il avait eu du temps de jeu avec Antoine Comboiré. Pour Denis Petric, on était plus sur un entraîneur des gardiens bis où son expérience a fait du bien dans le vestiaire auprès des jeunes gardiens notamment. On le remercie pour toutes ces années et normalement il devrait pas prolonger, donc on se tient à l'aspect réaliste des choses, et on va également se tenir à l'aspect réaliste des choses en prolongeant Nicolas Pallois, puisque ça c'est déjà officialisé par le club nantais. Pallois qui rempile pour une année supplémentaire avec une baisse salariale évidemment conséquente, il sera plus là en soutien, en tout cas c'est ce qu'on dit tous les ans, et il finit toujours par s'imposer. En tout cas voilà, il fera pas de mal dans un rôle que je vais dire de 4e défenseur dans la hiérarchie, derrière Jean-Charles Castelletto et Nathan Zézé que je vais conserver. Il y aura une recrue à ce poste là. Pour Moussa Sissoko pareil, on veut continuer à garder son expérience. Pour moi c'est dans le top 4 des meilleurs joueurs nantais la saison passée. Aristou il a relancé face au Havre, après que ce soit avec Gourvenec ou avec Comboiré, il a su apporter son impact physique, son sang-froid également, des bonnes passes. Moi j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait au milieu de terrain, donc je le garde évidemment. C'est un joueur, voilà, je le prolonge d'un an avec une sacrée baisse salariale également, c'est pour le coup également réaliste puisque le club lui a offert une proposition de prolongation de contrat. Et puis le dernier joueur, Benny Traoré, qui était prêté par Sheffield United, qui est descendu en 2e division anglaise et qui ne souhaite plus conserver son ivoirien. Alors c'est un jeune joueur qui a été beaucoup critiqué par Antoine Comboiré par certains moments, mais à 21 ans il a quand même un sacré potentiel, capitaine de l'équipe espoir de la Côte d'Ivoire. On a vu notamment sur les derniers matchs de la saison qui, voilà, c'est un profil, un pendant qui nous manquerait au FC Nantes, dans le sens où voilà, d'un côté on aurait Moses Simon et de l'autre on aurait Benny Traoré, deux joueurs capables d'apporter beaucoup de profondeur, et c'est une qualité qu'on a besoin, surtout avec Antoine Comboiré qui va certainement nous proposer un jeu plus basé sur la contre-attaque, moins dans l'aspect protagoniste, moins dans l'aspect possession, et on va avoir besoin de ce profil là. Évidemment c'est pas l'option d'achat qui va être levée puisqu'elle est de 4 millions, mais on parle plus d'une somme aux alentours de 2 millions d'euros. On s'attaque désormais au départ, les vrais départs voulus, les vrais départs voulu ou non, puisqu'il y a également des départs qui sont déjà actés au club, auxquels on doit s'accoutumer. C'est notamment le cas de Lohan Doucet, que vous voyez ici, le jeune qui était prêté au Paris FC sans option d'achat, mais qui a finalement été cédé définitivement au club francilien pour environ 400 000 euros. Évidemment, grosse déception, un jeune joueur du centre de formation qui sort d'une belle saison en Ligue 2, ça court pas les rues à la Genelière, et malheureusement, voilà, certainement un choix d'Antoine Comboiré qui comptait pas forcément sur lui non plus. Maintenant il y a une certaine continuité dans la carrière de Lohan Doucet, d'enchaîner une 2e saison avec un club qui a l'ambition de monter en Ligue 1, qui a été en barrage il y a quelques semaines encore. Il devrait certainement être titulaire encore avec Stéphane Gilly l'année prochaine, donc pour lui c'est plutôt une bonne nouvelle pour sa carrière. Un autre joueur pour qui ce serait une bonne nouvelle de quitter le club, ce sera Alban Lafont. On arrive à une fin de cycle totale, il nous aura offert un niveau exceptionnel il y a encore 2 ans aux portes de l'équipe de France, qu'il aura même côtoyé sur un rassemblement. Exceptionnel gardien sur une période, mais depuis 2 ans, et bien voilà, on arrive à un constat terrible, c'est que cette année c'est certainement un des pires gardiens de Ligue 1, donc la descente a quand même été assez difficile à encaisser. Je pense que c'est un joueur qui mentalement a flanché, et voilà, notamment son dernier message lors du dernier match, je vous dis pas à la saison prochaine, je pense que ça veut tout dire. Donc voilà, ça rentre dans l'aspect chantier des gardiens de but, il va falloir se trouver un gardien titulaire et une doublure pour la saison prochaine. Fabien Santonze, donc lui c'est pareil, la rupture est totale avec les supporters, joueur au comportement douteux, au talent certain, mais qui a également enchaîné les blessures, donc il revient d'un prêt à l'Hellas Vérone qui a été moyen, mitigé, avec du bon, du moins bon. Il a globalement pas mal joué sans jamais être étincelant. Le club italien a décidé de ne pas lever son option d'achat qui était de l'ordre de 3,5 millions d'euros. Je pense qu'une vente autour de 2 millions d'euros serait plutôt logique pour un joueur comme Fabien Santonze. Pour Alban Lafont, je ne l'ai pas précisé, mais je pense qu'on n'en tirera pas plus de 6 millions d'euros, ce qui est déjà globalement une bonne vente, même si on sait qu'il y a 2 ans il était coté à au moins 20 millions d'euros. Donc voilà, on sait que le marché des gardiens reste un marché particulier. Et le dernier joueur que vous voyez à l'écran, qui je vais le laisser partir, c'est Florent Mollet. Pour moi ça a été un joueur très correct avec Pierre Aristouille quand il fallait avoir de la possession, mais dans un jeu de transition avec un peu plus de rapidité. On l'a vu sur la seconde partie de saison où ça a été un des pires joueurs, et pourtant il a été titulaire. Il m'a énormément déçu. Moi je dis au revoir Florent Mollet. Donc voilà, pour 1 million d'euros, parce qu'il a gardé
garder quand même des statistiques assez intéressantes sur l'année, mais sinon dans le jeu je n'en veux absolument plus. Voilà, c'est à peu près la même chose pour Mostafa Mohamed, de bonnes statistiques mais j'en veux plus du tout. Sa deuxième partie de saison est très décevante, il n'a plus marqué dans le jeu depuis début septembre, donc c'est quand même quasiment une saison blanche. Le reste c'est des buts sur coup de pied arrêté, donc que ce soit coup franc et penalty. Pourtant il continue d'être le goal leader de la sélection égyptienne. Donc il garde une très bonne cote sur le marché, 2 saisons à 8 buts en Ligue 1. Merci pour tout Mostafa, notamment en Europa League l'année dernière. Mais c'est une page qui se tourne, je pense que 10 millions d'euros pour un joueur comme ça c'est intéressant. Je pense qu'il peut viser un club plus huppé que le FC Nantes. Pareil pour Mathis Ablin, voilà, malheureusement on aurait tous aimé le garder. Le club avait levé l'option d'achat, mais Rennes a activé la clause de rachat de 2 millions d'euros. Le joueur retourne à Rennes dans l'attente certainement d'un transfert vers un club plus intéressant que le FC Nantes. Pedro Chirivella, c'est un peu un crève-cœur de le mettre ici, mais malheureusement, voilà, pour moi c'est une fin de cycle pour Pedro Chirivella. On l'a vu, sa deuxième partie de saison où il a été plus en difficulté. Gourvenec a fait n'importe quoi de ce profil-là, alors que c'est un joueur qui se plaisait beaucoup avec Pierre Aristouille dans le milieu de terrain. Malheureusement, 4 saisons au club, 3 saisons on frôle la descente. Il faut bien aussi que, voilà, un renouvellement d'effectifs, ça passe aussi par un renouvellement des cadres. C'est pour ça que j'enlève Alban Lafont, c'est pour ça que j'enlève Florent Mollet, Mostafa Mohamed et maintenant Pedro Chirivella. Maintenant une autre déception, Sébastien Mepillou, grand espoir du club, certainement un des plus talentueux en défense, peut-être même plus que Nathan Zézé, mais finalement c'est Nathan Zézé qui devrait s'imposer à ce poste-là à Nantes, en tout cas on l'espère, parce que Bastien Mepillou ça s'est mal passé avec son entourage. Il a fait une apparition en Ligue 1 cette année qui s'est conclue par un carton rouge, quelques bonnes apparitions en Youth League avant d'aller disputer le Mondial U20 où il se blessera jusqu'à la fin de saison, donc au final il reste plus qu'un an de contrat à ce jeune joueur. Vaut mieux que Nantes en tire quelque chose et ne fasse pas la même erreur qu'avec Randal Colomani, donc je pense qu'un transfert à hauteur de 5 millions d'euros ça peut être intéressant. Il y a notamment de très grosses écuries qui sont sur lui, à l'image de Tottenham en Angleterre, donc évidemment c'est l'occasion de aussi renflouer les caisses dans un contexte économique assez difficile. Pour les prêts, alors Lamine Diack, bonjour, merci, au revoir. C'est un joueur, je pense que beaucoup de supporters nantais ne savent même pas qu'il est au FC Nantes. Pourtant Nantes a bien levé son option d'achat obligatoire par anticipation pour pouvoir le prêter au mercato d'hiver. Il me semble qu'il joue au Columbus Crew en MLS. Pour tout vous dire, il joue quelques bouts de match, il ne satisfait pas grand monde aux États-Unis. Il devrait revenir là très bientôt. Et bien, j'aimerais bien le prêter à nouveau, si possible en Europe, pour avoir un petit peu plus de visibilité. Je regarde pas mal de matchs de foot, mais plus en Europe, donc j'ai un petit peu plus de mal à pouvoir juger réellement son niveau, d'autant qu'on le voit absolument pas. Voilà, on a besoin de data sur ce joueur-là pour en savoir un peu plus sur lui. Malheureusement, il apparaît pas encore être au niveau, donc je le prête directement. Streder Apua, qui était sûrement un des plus grands espoirs du club la saison passée, avec Pierre Aristouille qui l'appréciait beaucoup. Malheureusement, 2 arrivées à son poste, celle de Marquinhos et Hudson, auront brisé un petit peu sa saison, qui avait pourtant pas si mal démarré avec la signature de son premier contrat professionnel. Je pense qu'un prêt en Ligue 2 serait très intéressant pour lui et récupérer la saison qui suit un Streder Apua en grande forme, parce que je pense que il a des vraies qualités. Il faut qu'il progresse sur encore beaucoup d'axes, mais une fois lancé, on sent qu'il a la capacité d'éliminer. Il a une patte gauche qui est très intéressante, et c'est dommage de se passer d'une qualité une qualité technique qui manque tant au vestiaire nantais. Donc je le prête une saison si possible en Ligue 2. Donc voilà, un joueur qui lui revient de près de Ligue 2, c'est Junior Diaz, que vous voyez à droite de votre écran. Junior Diaz qui a été avec UFC Annecy, avec son entraîneur Laurent Guyot, qui est un entraîneur plutôt bien connu puisqu'il a notamment lancé en national Randal Colomani quand il était en prêt du FC Nantes. Et bien pour Junior Diaz ça s'est pas passé aussi bien, mais ça reste quand même une saison très très encourageante pour lui. Grand gabarit, 1m93, également espoir ivoirien. Donc voilà, on est sur un défenseur central assez polyvalent, qui est capable de jouer latéral droit, qui est capable de jouer aussi milieu défensif, vraiment numéro 6, notamment dans ce rôle là que je vais le mettre plus dans un rôle de doublure, mais je souhaite le conserver. Et puis un autre milieu de terrain que je souhaite monter parce qu'il m'a beaucoup impressionné en Youth League et qui me semble avoir beaucoup de qualité, voilà, un vrai axe de progression, et je pense que ça vaut le coup de le monter avec les pros pour voir ce qu'il donne. C'est Louis Leroux, une patte gauche très intéressante, un profil qui je pense va éclore assez rapidement, donc voilà, je le fais monter. C'est un joueur que j'aime beaucoup et c'est un des joueurs qui m'a le plus impressionné dans cette magnifique campagne de Youth League des jeunes U19. Donc l'occasion pour nous de faire un premier point sur l'effectif comme il est, avec le 11 de terrain, donc le 11 que j'alignerai, un 4-2-3-1.
Vous le voyez, Castelletto est le seul joueur que j'ai réellement en certitude dans une défense. Donc là, Antoine Kombouaré me tape sur les doigts parce que lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir construire sur une base solide avant de penser à l'attaque. Donc on va prendre dans l'ordre et on va aller chercher un gardien puis des défenseurs avant de s'attaquer aux phases offensives. Donc vous voyez, il manque également une sentinelle aux côtés de Douglas Augusto. L'idée, c'est de trouver également un profil assez agressif, assez défensif, tout en offrant une patte technique pour avoir deux joueurs assez complémentaires au milieu de terrain. Donc voilà, avoir aussi, si possible, un gabarit un petit peu plus grand que Douglas Augusto, même si on sait que le Brésilien met beaucoup d'impact. Donc voilà, on va également essayer d'aller chercher un ailier droit qui soit capable de rentrer plus sur son pied gauche pour pouvoir être un peu plus intérieur que Moses Simon qui lui colle la ligne, on le sait. Un réel numéro 9 en pointe, capable d'avoir un bon jeu de tête, un vrai finisseur. Donc voilà, là-dessus j'ai déjà trouvé, j'ai déjà un bon nom à vous présenter dans la suite de la vidéo. Et puis aux côtés d'un joueur comme Jean-Charles Castelletto, on sait que Castelletto c'est un bon relanceur, mais c'est un joueur voilà, qui est pas forcément très bon non plus dans le jeu de tête, même s'il a beaucoup de qualité. Donc on va aller chercher un vrai joueur robuste, assez grand, très bon dans les duels, assez dur sur l'homme. Donc voilà, j'ai trouvé une piste qui a encore quelques axes de progression à la relance, mais qui a été très intéressant, notamment sur l'impact. Donc on va aller chercher ce profil là. Sur les côtés, j'aimerais bien des profils assez hybrides, à savoir assez corrects défensivement, mais je veux surtout des joueurs qui soient capables d'apporter en montant avec une certaine qualité technique. Je reste persuadé que la qualité première dans le football, ça reste l'aspect d'être capable d'éliminer des joueurs, l'aspect également de savoir faire des passes, des contrôles de balles, parce que c'est ça aussi, dire qu'un joueur est technique, c'est déjà qu'il sache faire des contrôles et des passes, et on a vu cette année au FC Nantes que c'était pas acquis pour beaucoup de joueurs professionnels de l'effectif. Je sais, je suis un petit peu cru dans ces propos, mais en pensant aux latéraux, je suis obligé de dire ça, parce que voilà, j'ai vu quand même des gros manquements sur ces postes-là, notamment au poste de latéral gauche. On a quand même fini la saison avec Duverne et Kozza, ce qui est quand même un aveu de faiblesse pour une équipe de Ligue 1, donc voilà. Et puis un gardien de but titulaire. Pour pouvoir prolonger un petit peu plus dans les remplaçants, j'ai mis un deuxième 11, donc le 11 on va dire des remplaçants, des doublures, comme vous voyez il reste 3 profils à aller chercher. Donc là où j'ai mis Moussa Sissoko dans un rôle un petit peu plus offensif, parce que pour garder quand même un milieu assez solide, je l'ai mis plus dans un rôle de MC et les autres en MDC. Là je vais vouloir aller chercher plus un MOC dans le but d'avoir un remplaçant un petit peu plus technique. J'ai déjà trouvé une piste assez intéressante. Un autre joueur également milieu, donc là un petit peu plus frêle, un petit peu plus technique, un petit peu plus dans le style de Pedro Chirivella. Donc voilà, si possible un jeune joueur qu'on pourrait faire monter au milieu de terrain. Donc voilà, et puis un gardien doublure. Donc voilà, on commence du coup directement avec les arrivées, avec le poste de gardien de but. Donc là il y a plusieurs possibilités. Oubed Nkombadio, j'ai beaucoup regardé les matchs du Paris FC vu que Lohan Doucet y jouait, et j'ai vu un jeune gardien monter progressivement. C'est Oubed Nkombadio, 1m90, très bon sur sa ligne, capable d'arrêt assez impressionnant. Maintenant on sait que la marche entre Ligue 1 et Ligue 2 est parfois piégeuse. C'est un jeune français de l'équipe de France Espoir. Ça me fait penser il y a quelques années à un gardien du UFC Sochaux, Maxence Prévost, qui également est un jeune espoir mais qui a jamais réellement pu franchir le cap de la Ligue 1, qui aujourd'hui s'est perdu un petit peu au niveau de sa carrière. Il a jamais pu confirmer son potentiel, donc malheureusement je pense que c'est un joueur qui a du potentiel, et je pense que dans un an ça peut être un très bon coup, mais là je vais encore le laisser se confirmer en Ligue 2. Un autre joueur qui est intéressant, c'est Kjell Scherpen. Donc lui c'est un gardien qui est immense, qui a été prêté en Autriche dans l'année, donc qui appartient à Brighton. Je crois qu'il fait plus de 2 mètres, très impressionnant. Quand il sort, du coup il bouche un sacré grand angle, et je pense que les gardiens grands c'est quand même des gardiens assez modernes aujourd'hui, on le voit, hein. Thibaut Courtois, Donnarumma, c'est des gardiens qui prennent beaucoup de place, et donc voilà, c'est un gardien qui me plaît beaucoup, sûrement un des profils les plus chers que vous voyez parmi les 4 ici. Viteslav Jaros, donc lui c'est un gardien également assez intéressant. J'attends cependant qu'il se fasse un petit peu plus la bouteille, parce que là il sort certes d'une très bonne saison avec Sturm Graz, donc c'est pareil, il appartient il me semble à Chelsea, non pas à Chelsea, à Liverpool si je dis pas de bêtises. Première saison réellement où il confirme, notamment il a joué contre Lille en UEFA Europa League Conférence. Très bon gardien, pareil, assez grand, beaucoup de potentiel à 22 ans, mais je vais quand même faire un plat du pied sécurité avec Ivo Mvogo, qui est un gardien que j'ai vu éclore l'année dernière en Ligue 1, que je connaissais plus dans un rôle de doublure avant à Leipzig, et voilà, c'est un joueur qui a confirmé l'année dernière qu'il a, il y a une très bonne opportunité. Pourquoi ? Parce que voilà, le FC Lorient descend, c'est l'occasion de récupérer un gardien titulaire qui connaît la Ligue 1, et je vais plus opter pour un joueur qui a de la bouteille, qui a de l'expérience à ce poste-là. Si je veux une équipe solide, je veux d'abord avoir un gardien qui a du caractère et qui est écouté de par son expérience. Donc voilà, international suisse, on va suivre d'ailleurs ce qu'il va faire à l'Euro évidemment.
Donc voilà, l'année dernière c'est quand même le gardien, le gardien qui totalise le plus d'arrêts en Ligue 1, et ça reste aussi un joueur qui a un très bon jeu de pied. Vous voyez, c'est le 8e meilleur gardien de Ligue 1 sur son jeu au pied, donc c'est assez intéressant, surtout pour une équipe comme Lorient où son jeu au pied se limitait quand même beaucoup à faire des dégagements assez longs. Donc il a un bon jeu long, comme vous le savez, je cherche un 9 assez bon dans le jeu aérien, donc la possibilité d'allonger peut être assurée avec un gardien comme ça, et ça risque d'être une des tactiques de Antoine Kombouaré, donc évidemment ça fait partie des critères. Sur le poste de deuxième gardien, donc là il y a la possibilité de faire monter Tom Mabon, mais en réalité j'avais déjà arrêté mon choix sur Massamba Ndiaye. L'opportunité est belle, à mon avis Clermont voudra le garder parce que à chaque fois qu'ils ont fait appel à lui, que ce soit en Ligue 1 et Nantes en a fait les frais, ou que ce soit même en Coupe de France face à Metz, il a toujours été exceptionnel. Faut savoir que quand il a été aligné, même s'il a dû jouer je crois 5 matchs à peu près cette année, c'est une moyenne de 2 points par match, hein. C'est il me semble 3 victoires et un match nul et une seule défaite. Il totalise 4,5 par match, donc c'est à dire que les points c'est lui aussi qui les rapporte. À 22 ans, il a fait une belle saison avec Pau dans un rôle de doublure en Ligue 2. Là, il fait une belle saison en Ligue 1 dans un rôle de doublure. On sait qu'Mvogo est aussi capable de se blesser. On l'a vu avec Lorient. Voilà, c'est un joueur qui est assez fragile, Mvogo. Donc derrière, il faut une doublure assez fiable. Et quoi de mieux que Massamba Ndiaye. Donc voilà, sans aucune hésitation, je vais directement le chercher. Donc voilà, joueur très très intéressant. Il faudra réussir à convaincre Clermont, mais je reste persuadé qu'en plus ça apportera un peu de concurrence à Mvogo, et étant avec Mvogo a aussi 30 ans, tu assures aussi peut-être l'avenir avec un gardien comme ça, très grand, très bon. Donc voilà. Pareil sur le poste de défenseur central, j'ai proposé 2 noms que j'aime bien, Bernardo Vital avec Estoril, très très bon, gaucher, j'aime beaucoup, mais je vais avoir besoin d'un joueur qui a des statistiques dans le jeu aérien qui est exceptionnel, un joueur également brésilien pour notamment assurer une certaine connexion avec Douglas Augusto qu'on sait un petit peu isolé dans le vestiaire et qui pourrait causer son départ. Eh bien je vais chercher un autre brésilien. Alors ça fait pas forcément partie des premiers critères, en réalité c'est les critères, et ce qui m'a beaucoup plu chez lui, c'est il a un aspect, il emmène tout le monde avec lui, quoi. C'est-à-dire alors déjà il est très grand, il est très impressionnant, 1m91, il est passé par l'école de l'Atalanta avec Gasperini. On sait que c'est une formation où il travaille beaucoup sur l'aspect défensif, et on sent pour sa première saison complète dans un bon championnat européen, donc en Eredivisie avec le Fortuna Sittard, il s'est complètement imposé. 23 ans, donc ça reste un joueur jeune. Moi je le mets titulaire aux côtés de Jean-Charles Castelletto. En troisième je mettrai Nathan Zézé évidemment. Donc pourquoi je vais chercher ce joueur là, c'est voilà, 98 duels aériens gagnés, c'est le deuxième meilleur joueur, le deuxième meilleur défenseur de son championnat dans ce registre là, très très bon dans ses duels. Ce qu'il a encore comme axe de progression, ça reste son jeu au pied, sa qualité de relance. Là évidemment je vais compter sur des latéraux comme je vous l'ai dit, assez techniques pour pouvoir assurer la qualité de relance, mais également sur Jean-Charles Castelletto et Yvan Mvogo qui ont voilà, c'est une très bonne qualité de relance, de passe également, donc voilà. Et puis comme vous le voyez, 3 buts et 2 passes décisives, parce que c'est un joueur qui est également capable d'apporter, notamment sur les coups de pied arrêtés, où il s'impose, les coups de pied arrêtés offensifs, où il s'impose dans les airs assez facilement, et donc ça reste une arme assez intéressante, hein. On se rappelle qu'André Girotto a été notamment, lorsque Nantes a fait une belle saison, avait inscrit 6 buts en Ligue 1, donc c'est aussi important d'avoir des défenseurs qui voilà, surpassent leur rôle et se muent également en buteur. Donc voilà, le poste de latéral gauche qui lui va nécessiter un certain investissement, parce que j'en ai marre d'avoir des latérales gauche tout pourris à Nantes. Malheureusement le constat est terrible, mais depuis Lucas Lima on a enchaîné des joueurs où c'était vraiment pas top. Quentin Merlin a eu une période très très bonne dans un rôle plus de piston, mais d'un point de vue latéral gauche on a globalement un désert depuis un petit paquet d'années maintenant, au moins 5 ans, et donc c'est dans cette idée là que j'ai proposé 3 noms, 2 noms que vous connaissez plutôt bien si vous suivez la Ligue 1. Christopher Operi, c'est évidemment mon coup de cœur de cette liste, parce que voilà, pour moi c'est dans le top 4 des meilleurs latéraux gauche de Ligue 1, première saison avec le Havre exceptionnelle après une saison en Ligue 2 où il a surdominé les débats. Là cette année encore une fois, que ce soit à travers sa qualité de centre, on l'a vu également un petit peu limite en difficulté d'un point de vue défensif sur le tout début de championnat, mais il est monté en puissance et il s'est adapté au niveau du championnat. Donc c'est un joueur que je serais allé chercher sans aucune hésitation si le Havre était descendu en Ligue 2, parce que tu aurais pu tirer un bon coup et il y aurait eu un intérêt pour lui de quitter le Havre. Or là, quitter le Havre pour Nantes alors que le Havre est encore en Ligue 1 et qui risque d'avoir des prétendants un petit peu plus huppés, je me fais pas trop d'illusions. Je pense que Christopher Operi est inatteignable. Un autre joueur que j'aime bien, un vrai soldat, Mathieu Hudol, qui se bat, qui aime son club du Football Club de Metz, très bon latéral gauche, on l'a vu notamment, il a marqué face à Nantes également d'une tête plongeante, il a marqué également face à Marseille d'une autre tête plongeante. Maintenant que j'y pense, c'est un joueur qui aime bien également marquer, qui aime bien se surpasser son rôle, donc voilà, c'est un joueur
plutôt intéressant, mais dans une logique aussi où j'ai déjà pris Yvonne Vogo, qui est dans un club relégué et qu'on veut renouveler l'effectif avec plus de fraîcheur. Je vais quand même plutôt privilégier un joueur, mon coup de cœur de cette année en Liga portugaise, c'est Francisco Moura, sûrement un des meilleurs latérales gauche de ce championnat. Il appartient au club de Famalicão qui a fait une bonne saison, notamment avec Zaidou Youssouf, pour ceux qui se souviennent, l'ancien joueur de la Saint-Etienne, qui a fait une autre très grosse saison, mais lui sur le côté gauche ça a été un véritable récital, notamment dans la passe, 8 occasions créées. Il faut savoir que voilà, il fait partie des meilleurs du championnat, 2,3 passes clés par match, également deuxième du championnat dans ce registre-là. Je vous laisse deviner qui est le premier, sans surprise André Di Maria, mais lui se classe deuxième, 4 passes décisives, mais avec quasiment 6 de expected passes décisives, donc c'est à dire qu'il aurait dû avoir 6 passes décisives si peut-être ses collègues avaient été plus adroits devant le but. Donc voilà, c'est un joueur qui a une véritable qualité de passe, je vous l'ai dit, ça fait partie de mes critères. Pareil, ça rejoint aussi, voilà, c'est un joueur portugais, donc pour l'intégration avec Augusto et Rodrigo Gus, le défenseur central du Fortuna Sittard, et bien voilà, tu crées une communauté portugaise qui normalement, voilà, d'un point de vue intégration, tu devrais au moins assurer quelque chose d'un petit peu plus solide avec des joueurs sur lesquels tu comptes réellement, d'autant qu'ils jouent à peu près dans la même zone, à savoir la partie inférieure gauche. Donc voilà. Sur le poste de latéral droit, je vais chercher une solution plus hybride, peut-être des qualités défensives plus mises en avant que Francisco Moura, même si ça reste un joueur très correct sur le plan défensif. Et c'est donc pour ça que j'ai proposé 3 noms. Alors Paul Joly, malheureusement, il vient de monter avec la J Auxerre et je pense qu'il devrait rester à Auxerre, mais sa saison en Ligue 2 est juste exceptionnelle, titulaire indiscutable, sûrement le meilleur latéral droit du championnat. Un autre joueur très très bon, alors c'est pas un championnat que je regarde beaucoup, mais Saoud Abdelhamid, ça a été un top joueur de Al Hilal, club champion. On parle beaucoup des stars au niveau du championnat saoudien, notamment à Al Hilal avec Malcolm, Mitrovic, Milinkovic-Savic, le gardien Bounou, mais Saoud Abdelhamid, c'est un joueur qui m'a beaucoup montré qu'il avait des qualités assez, il sème la zizanie sur son côté, il est assez imprévisible, il apporte beaucoup, il est pas très grand, mais il est capable de faire des vraies différences. Et c'est un petit peu des qualités que je retrouve dans un profil plus abordable comme Keijo Tsunemoto. Alors Abdelhamid est pisté par Toulouse, Tsunemoto lui c'est un joueur que pareil, un championnat que pour le coup j'aime pas trop piocher dans le championnat suisse parce que je trouve qu'il y a une vraie différence de niveau, mais là je suis obligé d'y aller sur ce jour-là, véritable coup de cœur. Japonais, latéral droit, il est pas très grand, il fait 1m73, mais alors par contre qualité défensive exceptionnelle, il a gagné la Coupe de Suisse cette année avec son club, il devrait viser un club plus huppé que son club de Servette actuellement, donc voilà, Keijo Tsunemoto, vraiment je conseille, un des meilleurs tacleurs de son championnat, latéral droit, il est capable de monter, d'apporter aussi sa différence technique d'un point de vue offensif, et très bon défensivement. Ce que j'aime, c'est que il va harceler l'attaquant en face, c'est-à-dire qu'il va foncer sur lui tout en étant assez intelligent dans son placement, il comprend très bien le jeu, joueur très intelligent, et c'est mon véritable coup de cœur, et surtout que ça reste à un prix très abordable. Donc dans un objectif quand même d'économie assez restreinte, je pense que tu peux difficilement faire mieux que ce profil-là. Sur le poste de milieu défensif, alors j'aurais aimé vous proposer plusieurs profils, cependant mon choix est déjà arrêté sur un championnat, comme vous l'avez compris, que je regarde pas mal, c'est l'Eredivisie néerlandaise, beaucoup de joueurs de qualité, notamment à ce poste de milieu de terrain. Et là je vais chercher le coup qu'il faut faire absolument au FC Nantes, c'est Pierre Koopmeiners, ça c'est la recrue qu'il nous faut au milieu de terrain. Le numéro 6 titulaire en sentinelle aux côtés de Douglas Augusto. Alors c'est un joueur 9 passes décisives cette année, pourquoi? Parce que c'est un super tireur de coups de pied arrêtés. Donc c'est à dire qu'en plus d'être un grand gabarit, 1m86, le meilleur tacleur, un des meilleurs tacleurs de tous les championnats européens, le meilleur de son championnat avec 115 tacles réussis, donc en plus de toutes ses qualités défensives très solides, etc., c'est un super tireur de coups de pied arrêtés. Quand je vous propose un joueur comme Gus capable de marquer sur ces phases là avec un tireur de coups de pied arrêtés comme Pierre Koopmeiners, tu t'assures des coups de pied, tu t'assures des corners, des coups francs assez intéressants, offensifs, et voilà, c'est un véritable leader. Il a 24 ans, il a été prêté à Almere City cette année, qui est un club qui est monté la saison passée, certainement le meilleur joueur de l'équipe, et sûrement dans le top 5 des meilleurs milieux d'Eredivisie, et pourtant croyez-moi, il y en a beaucoup de très grande qualité. C'est un championnat qui révèle beaucoup de milieux de terrain. Donc voilà, Pierre Koopmeiners qui compte pas vraiment à la Z Alkmaar, puisque c'est là où il va revenir de près. Et donc c'est l'occasion jamais d'aller chercher un joueur qui va exploser.
Un petit peu comme son frère qui a explosé avec l'Atalanta cette année, Teun Koopmeiners, et qui est international néerlandais. Je vois un avenir similaire pour Pierre Koopmeiners au milieu de terrain, dans un rôle plus défensif, mais toujours aussi intéressant. C'est vraiment une famille très talentueuse. Je vais chercher le frère, et voilà. Donc Pierre Koopmeiners, j'y vais tous les jours, c'est le joueur qu'il faut absolument dans l'entrejeu nantais. Le milieu, plus dans un rôle de doublure, j'ai parlé d'un jeune qu'il faudrait monter. Alors Félix Le Maréchal, c'est un joueur que j'aime beaucoup depuis que je l'ai découvert à Brest, où il était prêté par l'AS Monaco. Depuis, il s'est rendu en Belgique, où il a explosé avec un très bon club, le cercle de Bruges, qui révèle beaucoup de jeunes joueurs. Je pense à Hugo Siquet, Kevin Denke. Mais là, c'est un Français, milieu de terrain, très très bon. Malheureusement, je pense qu'il a déjà atteint un niveau où il va certainement, comme beaucoup de jeunes joueurs qui se révèlent dans des championnats pas top de Belgique, va certainement aller viser un des meilleurs clubs belges. Je sais que Genk est déjà sur le coup. Donc voilà, et on parle déjà d'une somme aux alentours de 6 millions d'euros minimum. Je pense que ça peut monter jusqu'à 10. Donc là, ça va être hors finance, surtout pour un joueur qu'on veut plus dans un rôle de doublure. Mais je pense qu'il faut quand même investir sur un milieu de terrain intelligent. C'est pourquoi je vais chercher encore un joueur au Clermont Foot, Habib Keita. Alors, faut savoir que là, je profite d'une opportunité de marché, puisque le RC Lens, qui avait pourtant quasiment bouclé le dossier, a vu son président mettre voilà, un gros coup de frein au dossier, puisque vous savez que c'est un peu le remue-ménage actuellement au RC Lens, où Francaise est parti, également Arnaud Pouille, donc c'est toute une organisation qui est en train de se refaire, et donc je profite de l'occasion pour aller leur shipper Habib Keita, 22 ans, c'est le joueur qui a perdu le moins de balles au Clermont Foot, donc pour un milieu de terrain, c'est quand même plutôt intéressant. Beaucoup d'interceptions également par match. À chaque fois qu'on l'a vu, il a été bon, pied gauche. Je l'avais déjà trouvé bon en prêt en Belgique l'année dernière, puisque c'est un joueur qui a été formé à l'école lyonnaise, et je pense que vous savez que les milieux de terrain formés à l'OL, c'est un petit peu un certain gage de qualité. Il est arrivé, sa première saison en Ligue 1, il n'a pas explosé comme titulaire avec Clermont Foot, mais à chaque fois qu'il est entré, il a prouvé des choses intéressantes. C'est un joueur auquel je vais faire confiance pour l'avenir. J'ai la conviction que dans ce rôle de doublure là, ça va être une valeur fiable. Pour 4 millions d'euros, tu tires un milieu de terrain il peut en valoir 10 dès la saison prochaine. Donc voilà, très très bon joueur malien. Je vais chercher Habib Keita sans aucune hésitation. Alors là, sur le poste de milieu offensif, qui va être dans un rôle de doublure mais également titulaire, parce que ça va être un des seuls joueurs avec une patte technique, je me suis fié sur des coups de cœur que j'ai eu en Ligue 1 sur les 2 dernières années. Alors cette année, j'ai beaucoup aimé, notamment l'hiver, juste après le mercato, les performances d'Ayman Kari, sur qui je vois déjà un super bel avenir, prêté par le PSG. Malheureusement, je vais plus envie de construire sur un joueur, et je pense qu'Ayman Kari, tu peux difficilement en tirer mieux qu'un prêt. Julien Ponceau, lui, c'est moins dans un rôle plus technique, mais plus dans un rôle où il est capable de faire le dernier geste, dans le sens où il tente beaucoup de frappes, où il est capable de se libérer de beaucoup de zones réduites. Donc c'est moins un joueur qui est technique par la passe ou par le dribble, mais dans des petits espaces, et notamment dans le dernier tiers, il est très intéressant. Nantes justement s'intéresse un petit peu à ce profil là, mais quand je vois qu'il est également sur le coup, Séville, etc., je me fais pas trop d'illusions. Derrière, ça se joue entre Arthur Atta et Alexis Flips. Alors Arthur Atta, c'est assez intéressant. Maintenant, je pense qu'il lui faut encore une saison un petit peu plus pleine pour montrer ses qualités techniques. Il a fait du bien au FC Metz en fin de saison. On sait, un FC Metz beaucoup porté par Georges Mikotadze. Mais derrière lui, ce joueur-là s'est révélé comme un des seuls milieux de terrain réellement capable d'apporter une touche technique supplémentaire dans l'entrejeu messin. Donc très intéressant. C'est un profil qu'il faudra suivre sincèrement. J'aime beaucoup ce joueur-là. Et puis un autre joueur coup de cœur. J'ai pas compris l'année dernière pourquoi il est parti à Anderlecht. Alexis Flips, il a fait une saison exceptionnelle l'an passé. Je vais le chercher tous les jours. Il vient de vivre une saison assez particulière où il a pas réellement eu la confiance du club belge. Il est parti en prêt en Turquie. Apparemment, il compte plus trop sur lui. Mais alors là, j'y vais tous les jours. Je vous l'avais déjà mis dans les 3 joueurs que j'irai chercher au mercato hivernal, justement à l'hiver. Et ben, je retourne les chercher sans aucune hésitation. Je vous rappelle ses stats en Ligue 1. Il avait inscrit 4 buts, notamment un doublé face au FC Nantes. Il avait fait 6 passes décisives. Mais dans l'entrejeu, c'est un véritable bijou. C'est un joueur exceptionnel. C'est un véritable coup de cœur pour moi, Alexis Flips. Je vais vraiment le chercher tous les jours. Donc voilà, c'est une solution technique très intéressante à un prix qui est beaucoup plus abordable que l'an passé. Pourtant, ils l'ont acheté seulement 3,5 millions d'euros, à ma plus grande surprise, parce que pour moi, il en valait au moins le double la saison passée. Je vais évidemment aller chercher Alexis Flips.
On passe désormais au poste d'avant-centre, il nous faut un finisseur. Comme vous le savez, je suis allé chercher Tsunemoto tout à l'heure, un joueur japonais. Eh bien, je me suis tourné vers deux autres japonais qui évoluent en Europe. L'un s'est révélé en deuxième division allemande, a pas forcément de très grandes statistiques, mais a prouvé qu'il avait, voilà, qu'il était capable de jouer à d'autres postes comme ailier droit, un petit peu un profil à la Colomani finalement, c'est Shuto Machino. Malheureusement, Holstein Kiel est monté en Bundesliga, notamment voilà, avec sous l'intonation de ce joueur-là japonais qui je pense va vraiment exploser en Bundesliga l'an passé, à voir s'il sera neuf ou parce que souvent il jouait un petit peu dans un rôle à deux attaquants. Donc voilà, malheureusement étant qu'il est monté, je pense qu'il va continuer là-bas, mais je vais chercher Koki Ogawa, qui pour sa première saison en Eredivisie, encore une fois néerlandaise, j'adore ce championnat, et voilà, il a complètement explosé à tel point d'être actuellement international japonais et devancer Ayase Ueda à ce poste de numéro 9. Il a d'ailleurs inscrit un doublé dans le dernier match du Japon, titulaire à la pointe de l'attaque d'une équipe émergente un petit peu du football. Ses stats, 37 matchs, toutes compétitions confondues, 17 buts, beaucoup de buts de la tête, beaucoup de buts vraiment d'attaquants en se plongeant. Ça rejoint aussi un petit peu l'aspect d'assainir un vestiaire, on connaît, voilà, c'est connu, la communauté japonaise, etc. C'est des gens qui sont assez gentils, assez combatifs sur un terrain, on le voit. Lui, il rentre complètement dans ce profil-là, il mouille le maillot comme pas possible. C'est un véritable neuf qu'il faut aller chercher tous les jours. Koki Ogawa, je vous présente le futur numéro 9 du FC Nantes, le futur goalie d'or qui marquera 15 buts la saison prochaine, je vous l'annonce d'ores et déjà, d'autant plus qu'on va aller chercher un ailier droit qui va lui offrir des véritables caviars. Alors là, plusieurs possibilités. Ilan Kebal, 10 passes décisives l'an passé en Ligue 2 avec le Paris FC. Hein, vous voyez des constantes. J'ai évidemment beaucoup regardé le Paris FC. Ilan Kebal est certainement le meilleur joueur de la saison. Voilà. Je pense qu'il va avoir l'opportunité de passer la marche supérieure. Un autre joueur qui s'est révélé, ce coup-ci en Liga Portugal, c'est Mohamed Belloumi. Voilà. Première saison où il est très intéressant. On sent qu'il a des vraies qualités techniques, même si il a encore un petit peu du mal à contrôler, on va dire, sa fougue, assez jeune, etc. Mais je pense que je vais plutôt partir sur l'expérience de Florian Thauvin. Comment passer à côté de l'opportunité du pied gauche de Florian Thauvin. Il enchaîne les appels de pied pour un retour en Ligue 1. Il vient pourtant de sortir une saison très correcte avec l'Udinese en Serie A, et voilà, et Dieu sait que c'est très dur de s'imposer offensivement dans un championnat comme celui-là. Beaucoup d'attaquants français s'y sont cassés les dents. Lui a été globalement très bon derrière Lorenzo Luca, qui est pareil, un attaquant vraiment finisseur, assez grand, bon du jeu aérien. Bah voilà, dans ce rôle-là où il tournait autour de lui, il a été très très bon. Florian Thauvin, bon, très bon, je force un petit peu les traits, mais il a été très correct cette année. Voilà, je suis obligé de saisir l'opportunité de Florian Thauvin. On a besoin d'avoir un joueur qui soit justement dans ce profil-là, un petit peu électron libre, qui est capable de rentrer sur son pied gauche, typiquement le profil de Florian Thauvin, et je pense que son retour en Ligue 1 illuminera le jeu du FC Nantes. Vous le voyez pour l'instant au niveau des ailiers, que ce soit Moses Simon, que ce soit Benny Traoré, on a surtout des profils qui apportent de la profondeur, qui apportent, on va dire, voilà, du dribble rapide, de la vitesse. Là, on va avoir besoin d'un joueur un petit peu plus posé, avec une qualité technique certaine, donc c'est pour ça que je vais pas chercher Kebal et Belloumi, et que je fonce sur Florian Thauvin qui va apporter cette expérience en plus à une attaque qui va apprendre à se connaître. C'est un joueur également français, du coup ça va également, voilà, ça devrait plutôt s'intégrer assez rapidement. Il connaît le championnat, là où beaucoup de joueurs que je suis allé chercher ne connaissent pas encore la Ligue 1. Là tu vas chercher un autre joueur d'expérience, donc autour de joueurs comme Moussa Sissoko, comme Yvan Mvogo, comme Jean-Charles Castelletto, voilà, tu vas avoir des joueurs d'expérience, et donc c'est sur ces cadres-là que tu vas figer tes nouvelles recrues qui viennent de l'extérieur et qui vont apprendre à connaître la Ligue 1. Donc voilà, je vous présente désormais le 11 titulaire que j'alignerai la saison prochaine pour le FC Nantes. Voilà, vous voyez ce que ça donne avec une association Rodrigo Gous, Jean-Charles Castelletto en défense centrale autour de Yvan Mvogo. Sur le côté droit, Kajio Tsunemoto. Sur le côté gauche, Francisco Moura. Voilà, deux coups de cœur à ces postes-là de latéraux qui ont été très problématiques au FC Nantes ces dernières années. Pierre Koopmeiners au milieu de terrain sans aucune hésitation, véritable taulier. Florian Thauvin, pareil, ailier droit, qui va nous apporter sa qualité technique, et puis Koki Ogawa en pointe, qui, vous allez voir, va planter but sur but sous les caviars de Moses Simon, de Moussa Sissoko, mais aussi d'Alexis Flips, que bon, j'ai mis dans les doublures, mais ça fait évidemment partie des joueurs qui rentreront en cours de match. On sait qu'on a le droit à 5 changements, vous voyez des joueurs comme Ganago, Flips, Keita, Traoré, Zézé seront amenés à entrer évidemment en cours de match. Donc voilà, on garde quand même des joueurs assez intéressants. On a aussi des joueurs moins en confiance, je pense à Duverne, Kadewere, donc voilà.
Et puis également des jeunes dans cette équipe, vous le voyez, même si j'ai mis 3 réservistes au niveau du côté. Marcus Coco, que je considère plus dans un rôle de latéral droit, Louis Leroux et Tom Mamon pour les jeunes, et puis Junior Diaz également en support à ce poste-là de numéro 6, mais qui peut également dépanner dans l'axe, notamment si Antoine Comboiré décide de passer à une défense à 3 dans l'année. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne pour ce mercato nantais. J'estime que l'équipe ferait un x3 d'un point de vue qualité. J'estime avoir renouvelé suffisamment l'effectif, quand même 10 arrivées pour 16 départs, donc c'est quand même 10 arrivées, c'est quand même beaucoup pour un mercato. La cellule de recrutement va devoir bosser sur les noms que je viens de leur donner, parce que là c'est des joueurs qu'il faut vraiment aller chercher. J'ai quand même pas mal travaillé, je vais pas vous mentir, sur ces profils là. J'ai listé l'ensemble de mes coups de cœur que j'avais pu voir dans l'année, j'en ai approfondi d'autres en regardant des matchs quasiment entiers, notamment de Rodrigo Gous, que j'ai vu devenir capitaine au fur et à mesure de la saison, tellement il était capable d'emmener tout le monde avec lui. Donc voilà, sans aucune hésitation, ces profils-là, c'est des profils que j'aimerais beaucoup voir au FC Nantes, qui à mes yeux restent abordables pour la plupart. Alors au niveau des prix que je vous ai donnés, pour la plupart j'ai augmenté par rapport à Transfermarkt, pour essayer d'être le plus fiable possible. Maintenant on sait jamais dans les négociations entre clubs ce qu'il peut y avoir, etc. Donc voilà, j'espère avoir fait le mercato réaliste le plus idéal possible. J'ai essayé de prendre en compte un maximum de critères pour vous offrir quelque chose qui colle à la réalité du FC Nantes. J'espère en tout cas que cette vidéo assez longue vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.